Salut à tous, je suis très content de vous retrouver. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis même très bien accompagné avec Yanis Bourgeois. Comme prévu, on refait la même chose qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, c'est-à-dire on va vous balancer des petites hot takes, hashtag conclusion hâtive, comme l'année dernière, et cette fois sur la Pro B. Salut Yanis, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va très bien. Et toi? Je suis très content de pouvoir revenir un an après. Je trouve qu'on avait, en rematant un petit peu l'épisode, qu'on n'avait pas été trop mauvais. Donc j'espère que cette année, ça sera pareil. J'adore, très, très passionné par le format et j'espère qu'il vous plaira aussi à ceux qui regardent cette vidéo. Et donc, voilà, au plaisir de pouvoir se partager ça. Ouais, carrément. Bah, merci à toi pour avoir accepté l'invitation. Et puis, ceux qui regardent justement la vidéo, de votre côté, n'hésitez pas à formuler vos textes et puis à les balancer en commentaire sous cette vidéo ou même sur les réseaux sociaux X, par exemple. Ce qu'on peut dire aussi, je t'ai invité pour faire des hot takes Pro B, justement parce que tu es un amateur et que tu suis beaucoup la Pro B. Tu commentes les matchs de Blois, donc forcément, tu étais tout désigné pour m'accompagner pour cette vidéo. Et du coup, tu as peut-être même un avantage sur moi, c'est que tu as peut-être pu regarder même plus de matchs de Pro B en ce début de saison que moi. C'est vrai que j'ai pas loupé un match, on va dire, de la Diablo Basket étant commentateur. Et d'ailleurs, pour ceux qui viendraient regarder des matchs au jeu de paume sur LNB TV, c'est avec plaisir de pouvoir vous présenter ça. La Pro B est un championnat formidable, il faut le rappeler quand même. Donc c'est vrai que j'ai regardé pas mal de matchs. Donc je sais pas si c'est un avantage, on va dire. Ça peut être un avantage comme un défaut parce que à la fois, j'ai peut-être plein d'idées qui pop, mais trop générales. Et je pense que ça va être bien partagé en termes de hot takes. Ok, bah écoute, tu me hype beaucoup, j'ai très hâte de voir ce qu'on va faire. Et bien, je vous propose de ne pas faire durer le suspense plus longtemps. Place aux invités, je te propose de dévoiler ta première conclusion hâtive. On va dire qu'on va y aller un petit peu crescendo. J'ai envie de démarrer par quelque chose qui est plus basique, plus simple, et on va aller vers le plus croustillant à la fin. Euh, la première hot take, c'est sur le fait que Jonathan Jeanne, pour moi, jouera en Euroleague sous 3 à 4 ans. Ok, Euroleague, ok, ok. Je crois Euroleague, que tu c'est allais très dire l'année chaud. prochaine. Ouais, non, moi, c'est très chaud là. Je t'avoue que ça va au direct. Donc, Jonathan Jeanne, on rappelle, qui était un gros prospect avant d'avoir une chute de carrière assez terrible pour cause de blessure, qui fait une saison pour l'instant merveilleuse à Poitiers. 13 points, 9 rebonds, 18,5 d'évaluation. Je crois qu'ils ont un bilan de 4 victoires, 4 défaites. Et au-delà de ça, un peu surprise générale, il fait partie des partenaires d'entraînement du prochain groupe équipe de France. Pour un joueur de Pro B, c'est presque unique. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Mais en tout cas, ça va lui permettre de se développer à ce niveau-là. Et on sent déjà cette volonté l'année prochaine, pourquoi pas, de faire le pas vers l'élite. Et vu les qualités du géant qu'il est, ce profil très longiligne qui commence à se trouver athlétiquement, qui est beaucoup plus en forme, euh, moi, je le vois bien s'intégrer à un roster de Betclic Elite. Et on voit en ce moment les pivots français exploser. Je pense à Brice Dessert, je pense à Nil Sako, etc. Donc je me dis que dans cette lignée-là et dans ce profil-là, Jonathan Jeanne pourra se retrouver potentiellement en Euroleague. Alors c'est une hot takes, donc bien évidemment, je m'avance le plus loin possible. Mais voilà pour cette première hot takes en tout cas. Bah écoute, je suis satisfait et surpris aussi. Je m'attendais pas à ce que tu commences comme ça. Je l'avais mis dans mes hot takes, mais du coup, tu as Ok. été reculé un petit peu dans mon classement. C'était la quatrième. Alors, j'allais pas aussi loin que toi en disant l'Euroleague, mais par contre, je disais que je voulais absolument le voir en Betclic Elite l'année prochaine. Il a déjà, j'ai plus rien à prouver, franchement, depuis la deuxième partie de la saison dernière en Pro B. Il marche vraiment sur toutes les raquettes. Il a 27 ans, donc il va rentrer dans ses meilleures années. Et quand on pense à la trajectoire des pivots qui ont pu passer par la Pro B récemment, Mathieu Boyer, Mathis Dossouyovo, Bastien Vautier, qui sont maintenant dans l'élite, j'ai l'impression en fait qu'ils marchent vraiment dans leur pas. Et j'espère pour lui, par contre, qu'il trouvera un projet en Betclic Elite s'il a l'opportunité d'y aller, qui lui donnera des opportunités justement et du temps de jeu, comme ce qu'a pu avoir justement Bastien Vautier ou Mathis Dossouyovo. C'est un petit peu Je- le parallèle et l'opposition que je fais avec Mathieu Boyer, qui a vraiment dominé l'année ouais. dernière et qui se retrouve à Nancy derrière Shavon Thompson, où forcément on pouvait déjà se dire que derrière Shavon Thompson, en fait, il aurait vraiment que des miettes, quoi. Il y a, je pense, moi, des équipes comme la Gielbourg, qui encadrent très bien les pivots de la division inférieure. On pense à Kevin Coquella, mais on pense aussi à Jean-Marc Pansa, qui se Ouais. retrouve lui aussi en équipe de France, bon, bien emmené par Frédéric Faudou. Mais je me dis qu'en tout cas, aujourd'hui, dans un basket européen moderne, c'est un profil aussi qui est très recherché, des grands longilines comme ça. On a pu penser à un Youssouf Afal qui est passé à Lasvel, et qui était un peu moins mobile des années précédentes. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite de son développement, et surtout hâte aussi de voir la suite de sa saison en Pro B.
Ouais, carrément, ouais. Carrément, carrément. Il fait vraiment une excellente saison. Un très beau binôme aussi avec Javon Blair, le Ouais. marqueur de Pro B. Donc, bah, écoute, on a très hâte de voir ce que va faire Jonathan Jeanne. Mais s'il continue comme ça, et si Poitiers fait un bon parcours, pourquoi pas le voir MVP, hein. En tout cas, mentionné parmi les potentiels MVP. Il est dans la course. Ouais, clairement. Très bien, je te propose de... Je vais prendre la suite sur ma première hot take. Alors celle-là, elle va faire mal. Elle va faire même très très mal. Ma première hot take, c'est tout simplement que je pense que Nantes va faire la même saison que Foss l'année dernière. Donc Ok. attention, gros gros danger pour l'Hermine de Nantes. Et je suis d'autant plus déçu et frustré que ça fait pas mal de temps que je dis, et quand j'avais fait, je crois, mon bilan sur la Pro B il y a 2 ans et même l'année dernière, que Nantes, ça faisait partie des déceptions habituelles. J'ai l'impression que depuis de longues années maintenant, Nantes déçoit. Et à l'intersaison, eh bien, ils ont quand même mis la main au portefeuille. Ils se sont donné les moyens pour offrir à leur coach, enfin à leur ancien coach, du coup maintenant Mm. Laurent Puvis, de pouvoir constituer le roster qu'il voulait. Et là, on voit clairement que la mayonnaise, en fait, elle prend pas du tout, comme ça avait pas pris du tout à Foss l'année dernière. Donc moi, je suis vraiment très inquiet, notamment lorsque j'ai lu l'interview de Darrell Poirier la semaine dernière. Je sais Mm. pas si tu l'as vu en sortie Oui. du match contre hier Toulon, où il a parlé en fait de caractère à gérer, des égos qui prenaient le dessus. Alors moi, je t'avoue que ça m'a fait complètement halluciner. J'ai eu l'impression de lire quelque chose qui pourrait concerner Monaco, qui a une équipe où il n'y a que des stars qui marchent à peu près sur tout le monde, alors que là, on parle d'une équipe qui est dans les bas-fonds de la Pro B. Donc, j'ai un peu du mal à voir en fait quels peuvent être les leviers que peut activer Nantes. Ils ont des joueurs qui ont du talent. Pour moi, je le redis, hein, mais pour moi, le roster de Nantes, c'est top 6. Donc, franchement, bon courage à Rémi Valin pour essayer de faire relever la tête à cette équipe qui semble manquer de confiance et surtout de cohésion collective. Déjà, je suis très content sur le fait que ça soit Rémi Valin qui arrive. Je me permets direct de rebondir sur ça parce que c'est un coach, je pense, qui a cette connaissance aussi des maintiens. Et pour revenir sur toi, je suis totalement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, Nantes est dans la difficulté. Je les ai commentés quand ils ont joué contre Blois et qu'ils ont pris une sacrée pilule. C'était le dernier match de Laurent Pluvy. Et dans la grande difficulté, la seule satisfaction aujourd'hui de cette saison, c'est Jean-Fabrice Dossou. Et je pense que pour avoir vu aussi Jean-Fabrice Dossou passer par Blois, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup d'ego, qui est pas un, qui est un gars qui reste très calme, très posé. Et c'est vrai que ça questionne beaucoup. Alors, il y a un ajustement qui a été fait au terme enfin, au niveau du coaching staff. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi de faire un ajustement en termes de roster, en termes d'équipe, pour trouver un meilleur collectif? Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, Nantes ne bataille pas pour les playoffs alors qu'elle a un roster pour. Et Nantes est aujourd'hui très menacée. Et potentiellement à la fin de saison, peut y avoir la menace vraiment très grande de la relation, de la relégation, pardonnez-moi, en National 1. Ouais, clairement, j'ai l'impression que ça se rapproche de plus en plus de saison en saison, comme c'était le cas Ouais, il y a assez peu de temps dans l'élite pour Cholet, qui d'année en année rétrogradait petit à petit au classement. Là, Nantes, Nantes y est, et pourtant sur le papier, j'ai l'impression qu'ils ont le meilleur effectif qu'ils ont jamais eu depuis peut-être 4 ou 5 ans avec les belles années de Valentin Bigotte. Donc, je suis très curieux de voir ce que va réussir à pouvoir tirer de cet effectif Rémi Valent. tout à fait d'accord avec toi sur ça. J'ai hâte de voir la suite. Va falloir entre guillemets rebondir pour Nantes. Après, à voir sous quel angle et surtout comment créer ce collectif finalement qui va pousser cette équipe parce qu'on sait qu'aujourd'hui le basket est l'approbé notamment. Et je prends l'exemple d'une équipe comme Blois parce que c'est l'exemple le plus parlant pour moi, mais la Diablo Basket, il n'y a aucun joueur qui est dans le top évaluation aujourd'hui, dans le top 20 évaluation. C'est un collectif qui marche avant tout. Et c'est comme ça aussi que les équipes gagnent. Et je pense à La Rochelle, qui est une équipe qui a gagné beaucoup sur son collectif la saison dernière. Donc voilà, va falloir engendrer cette machine-là, quoi. Ouais, il va falloir créer une dynamique. La chance Mm. qu'ils ont, j'ai regardé le calendrier, c'est que sur le mois de novembre, il va y avoir 4 matchs et Nantes va recevoir 3 fois. Donc, Mm. C'est franchement, l'occasion. à eux de faire le taf à domicile maintenant. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, est-ce que tu vas nous balancer une deuxième uptake un peu plus joyeuse? On va rester plus calme. On va rester calme. Et t'as parlé, en plus, t'as mentionné le club. T'as parlé de Fos-sur-Mer. Moi, je vais partir justement sur Fos-sur-Mer. Euh, pour moi, Fos-sur-Mer, cette saison, va être un outsider très sérieux pour les playoffs. Donc, on reste sur une hot take qui reste assez calme, on va dire. Aujourd'hui, ils sont 12e à 4 victoires, 4 défaites. Euh, Ils ont fait un très bon match contre la Diablo Basket le week-end, la journée précédente, sur le plan défensif surtout. C'est une équipe qui a beaucoup d'individualité. On parle de Robert Turner, Lucas Bourris, Mamadou Niang, même Sidorov, qui est très très bon aussi, très bon passeur. Mais c'est une équipe qui a
Et même si je trouve que c'est de plus en plus en développement, qui manque à créer ce collectif-là, mais qui se développe de plus en plus. C'est pour ça que moi, je vois bien les relations se faire. On sait qu'ils ont perdu Mathieu Wachekowski sur blessure, qui était leur meilleur joueur jusque-là, avec 18,3 d'évaluation en moyenne sur le championnat, qui fait une sacrée saison, qui est le leader pour moi de cette équipe. Et pour moi, à son retour, ça sera un concurrent comme peut l'être Antibes, comme peut l'être Orléans, comme peut l'être Boulazac, un gros outsider de ce championnat. J'aime bien aussi leurs joueurs de complément avec Damien Bouquet, Max Galin, Vincent Van, même le jeune Marie Anaïs, là, qui est très très bon. Ouais. Et même Junior et tout, j'ai trouvé assez impactant. Euh, pour moi, en fait, entre guillemets, c'est plus une question de mayonnaise qui va prendre. Et une fois que tous les problèmes de blessure seront réglés, que Robert Turner jouera peut-être un petit peu moins avec le ballon parce que Robert Turner est capable de faire des choses merveilleuses. Et je Ouais. pense que tu le sais très bien. Mais bon, il est capable aussi des fois de se trouver complètement. Mais je pense que quand la mayonnaise partira bien, par contre, cette équipe elle va être très dure à stopper. Mm. Ouais. Ouais, intéressant, intéressant, puisque sur ce début de saison, j'ai un petit peu du mal à les jauger. Alors, ils font un nettement meilleur début de saison que la saison dernière. Il y a de la continuité, c'est ce que je disais dans mes previews, c'est que ce que j'aime dans cet effectif, dans cette équipe-là, c'est qu'il y a de la continuité. Ils ont regardé un socle de joueurs. Malheureusement, et tu l'as dit, il y a eu des blessures qui sont un petit peu venues entraver, on va dire, la montée en puissance du collectif. Une fois que tous les blessés vont revenir, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir produire et est-ce qu'ils vont être réguliers. Je pense que ce qui leur a manqué sur ce début de saison, c'est la régularité, mais ça peut aussi s'expliquer par justement toutes les absences qui ont frappé l'effectif. Ouais, c'est ça. Puis vraiment trouver ce côté collectif. Moi, j'aime beaucoup cet axe 1-5. On pourra dire peut-être 1-3-5 quand Mathieu Wojciechowski reviendra de blessure. Mais cet axe 1-5 entre Turner et Mamadou Niang qui a parfaitement fonctionné contre Blois, même si Turner n'était pas en réussite. Mamadou Niang est un pivot aujourd'hui. Bon, j'en ai parlé dans l'année dernière dans les hauts textes pour ceux qui ont suivi quand j'avais mentionné Orléans, qui est un pivot pour moi exceptionnel, Ouais. qui pour moi, au niveau première division, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et pour moi, enfin, honnêtement, au complet, je pense que c'est un concurrent très sérieux pour les playoffs. Bah, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, je suis curieux quand tu dis que tu les vois être un outsider pour les playoffs. Est-ce que ça veut dire que tu les vois playoffs sans passer par la case play-in ou alors tu les vois en playoffs et dans ces playoffs-là, ce sera une équipe qui sera pas bonne à prendre? C'est vrai que j'ai pas été très précis. Pour moi, à l'heure actuelle, je les vois plus parce qu'il y a quand même des grosses têtes d'affiche, faut pas se mentir, sur les 6 premières équipes du championnat. Euh, et si pour moi ils arrachent le sixième spot entre guillemets hors play-in s'ils passent, sinon pour moi ils passeront par le play-in. Ok, ouais, intéressant, intéressant. Mais c'est vrai qu'avec 20 équipes, c'est vrai que maintenant avec le Ouais, play, il va y avoir énormément de concurrence et hmm, c'est dingue. Ouais, c'est dingue, ouais. Bien malin, qui pourra prédire quelles vont être les affiches de ces playoffs-là. c'est ça. En plus, en prédisant aussi le club qui finira 15e du championnat de Belgique Elite et qui viendra rejoindre ce tableau-là. Ouais, alors ça, franchement, j'espère que ce sera La Rochelle. Ah bah je te le souhaite, moi je te le souhaite. Ouais, mais bon, on fera un épisode spécial Tech Betclic Elite plus tard. En tout cas, ouais, C'est clair. pour finir sur Foss, t'en as rapidement parlé. Je suis très content de voir ce qu'arrive à faire Foss avec des joueurs au final qu'on connaît assez peu, William Marie Anaïs, Maxime Galin. Donc, c'est deux joueurs de rotation, des joueurs du banc, et on voit vraiment qu'ils ont un très gros impact. Et notamment William Marie Anaïs qui a montré vraiment sur les premiers matchs qui pouvait être un joueur plus que solide pour la Pro B alors qu'il est encore très jeune. Donc, franchement, j'aime beaucoup le travail que fait Rémi Juita à la tête de l'équipe. Ouais, puis généralement, c'est dur de lancer un jeune qui est MVP du championnat Espoir Pro B en Pro B justement directement. La globalité des joueurs qui sont passés par ce championnat-là vont vers la Nationale 1 avant. Et lui, il a fait le pas. Il est enfin, moi, je le trouve physiquement clairement au niveau de la division. Ouais. C'est sa qualité première. Et il est très bon sur le jeu off-ball. Il sait très bien se déplacer. Il n'a pas besoin du ballon pour jouer. Et il a de la solidité défensive. Il a encore quelques petites erreurs de jeunesse qui se gommeront un petit à petit. Mais ouais, ça va être un joueur vraiment très intéressant. Et je pense qu'il peut s'imposer petit à petit dans le championnat. Ouais, et puis du coup, c'est vrai qu'on en parle assez peu, on ne considère pas forcément Foss comme un club formateur, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont lancé quand même pas mal de Ah oui. joueurs, hein, notamment sur le secteur intérieur. On peut penser à Alain Dokossi, qui est à Dijon maintenant, Bodian Massa aussi. Donc il y a quand même un petit peu cette fibre formatrice du côté de Foss-sur-Mer. Ça, c'est Ah, intéressant. ah bah ça c'est clair et ça se développe de plus en plus. En tout cas, on voit de plus en plus de jeunes passer par Fos pour débuter, entre guillemets, soit débuter leur carrière ou confirmer leur carrière en Pro B. Ouais, clairement. Très bien, je te propose, vu qu'on monte crescendo, moi aussi, je vais aborder une équipe que je vois bien en playoff. Et on va remonter plutôt dans le nord, du côté de l'Alsace même. Je vais parler de l'ASA.
Pour moi, la SA va terminer dans le top 6 et va faire les playoffs sans passer par la case play-in. C'est une équipe, franchement, qui, je pense, un petit peu comme Foss, ne fait pas beaucoup de bruit, mais on peut vraiment saluer le travail que fait le coach Nemanja Bogavac, qui pour l'instant fait du travail vraiment remarquable hein, depuis une saison et demie qu'il est au club. Sur le papier, Foss, enfin plutôt l'ASA, pardon, l'équipe est vraiment hyper homogène. L'effectif, il est taillé pour la Pro B. On sent que les rôles sont compris par tous les joueurs. Il y a une vraie hiérarchie dans cette équipe. C'est vraiment l'équipe poil à gratter par excellence. Et ce que je trouve notamment plus remarquable, c'est que j'ai regardé tous leurs résultats. Du coup, j'ai vu quelques matchs. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont remporté les matchs qui étaient à leur portée, qu'ils devaient gagner. Et par contre, les matchs qui semblaient un petit peu plus difficiles, eh bien, ils étaient clairement dans le match. Avec un brin de réussite, en fait, la SA, ils seraient invaincus. Ils ont perdu 3 matchs. Ils se sont inclinés de 1 point à Évreux. Donc, bon, c'est un petit peu couillon, mais voilà. Ils se sont inclinés aussi de 1 point à Antibes. Donc, ils étaient là aussi tout proches de gagner. Et ce week-end, ils ont perdu en prolongation à Rouen. Donc, vraiment, avec un brin de réussite, la SA, en fait, aujourd'hui, est leader au même titre que Blois. Donc, j'apprécie vraiment énormément cette équipe et ce qu'elle propose et le basket qu'elle propose. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Bogavac, c'est plutôt un coach à philosophie défensive. Et pourtant, la SA fait partie des meilleures attaques. Donc, franchement, j'ai l'impression que la mayonnaise, elle prend bien. Il y a des individualités, le collectif tourne bien. Donc, pour moi, ouais, je pense que la SA va aller en playoff. Et bah, tu vois, on parlait, je te rejoins. Enfin, je te rejoins totalement sur le bon début de saison de Laza. On parlait précédemment dans les hot takes précédentes de Nantes. Et bah, tu vois, Nantes doit totalement s'inspirer de Laza en termes de collectif et de mayonnaise parce que c'est une équipe très bien gérée. Georgi Milosevic Ouais. qui fait partie, qui est ce leader-là. Je trouve que la saison de Ludovic Beyer, c'était aussi très intéressante. Karl Ponsard reprend du jus petit à petit. Euh, enfin, moi, j'adore le collectif très bien huilé. J'ai vu le match, la fin de match face à Roanne. Euh, je vais. La seule petite déception que j'ai peut-être, c'est qu'il manque un joueur pour moi encore qui prend les ballons en fin de match. Leur américain est très bon. J'ai plus le nom de leur Ouais, américain, Shannon pardon. Boggs, ouais. Shannon Boggs, exactement. Est très bon, mais j'ai trouvé qu'il manquait de prendre des responsabilités sur les fins de match. Là où à Rouen, on a forcément des joueurs capables de le faire. Euh, et je pense qu'il manque ce petit truc de compétitivité pour passer justement ce brin-là, réussir les fins de match. Mais c'est qu'un petit détail à corriger, entre guillemets. Je pense que l'équipe a le talent collectif pour le faire. Et comme tu l'as dit, ça fait partie des grosses équipes de ce début de saison. Et avant même d'affronter Rouen ce week-end, c'était deuxième pendant un court instant, je crois, si je dis pas de bêtises, deuxième ou troisième. Enfin bref, ils occupent clairement les premiers rôles. Après, on a dit une fois de plus, dans la Pro B, la concurrence est rude. C'est pour ça que moi, je mets des guillemets entre guillemets. Des guillemets entre guillemets, c'est une très belle répétition. Je mets des guillemets parce que je pense que Lazare reste aussi une équipe qui, en cas de défaite, peut tomber vite fait dans une spirale négative. Euh, et une spirale négative, ça peut te renvoyer d'un coup d'un seul de la sixième place à la Ouais, c'est vrai. quatorzième place. Donc, pour moi, oui, ils feront partie de la bataille, au même titre que des équipes comme Orléans, comme Fos, comme Boulazac, etc. Mais encore une fois, ça va être rude. Ouais, je vois ce que tu veux dire, je comprends. Surtout sur le fait, effectivement, tu as parlé de joueurs qui devaient prendre leurs responsabilités dans le money time. Sur les défaites que je viens de citer, on a une défaite en prolongation, on a 2 défaites de 1 point. Ouais. Donc, effectivement, il y a peut-être un truc sur le côté money time. Je pense que Shannon Box peut vraiment être ce joueur-là. C'est aujourd'hui Ouais, la meilleure évaluation, le meilleur scoreur de l'équipe. Je pense que ça va se faire petit à petit. En tout cas, ce qui est prometteur et encourageant pour la suite, c'est que ça tourne déjà très bien. Le collectif est très bon. C'est une équipe très fun à regarder aussi. Donc, pour l'instant, je ne m'en fais pas pour la SA. Et c'est aussi un club qui est habitué à jouer les playoffs. Ils ont été en quart de finale l'année dernière, sortis par La Rochelle. Mais ouais, je crois que sur les 2, 3 dernières saisons, la SA est systématiquement en playoff. Donc, je pense que ce sera encore le cas cette année. ouais, alors pour revenir sur Shannon Box, moi j'adore Shannon Box. Juste le petit reproche hein, pour peut-être plus clarifier mon propos parce que j'étais un peu fort, mais c'est que c'est un joueur qui est plein de talent et c'est une super recrue pour Laza, honnêtement, qui figure pas parmi les plus grands, qui a un budget qui s'est élevé forcément depuis la fusion, mais qui figure pas non plus parmi les premiers rôles en termes de budget. Et Shannon Boggs, voilà, moi c'est juste le petit reproche du match contre Rouen, euh, où enfin, il faut qu'il y ait un mec qui puisse prendre ce gros tir à 3 points pour égaliser. Il faut qu'il y ait un mec qui prenne ces responsabilités-là. Ils ont tendance à avoir un petit peu suivi la fin de match.
Au même titre, bon, c'est sur une échelle différente qu'une équipe de Paris Basket fait un petit peu en Euroleague où elle maîtrise beaucoup moins ses fins de match. Mhm. Mais par contre, il y a un collectif très bien huilé. C'est deux échelles différentes, je le répète une fois de plus. Mais en tout cas, ça va être une équipe très intéressante à avoir joué et surtout très difficile parce qu'ils rendent honnêtement la tâche des matchs très compliquée. Ouais. Et c'est typiquement le genre d'équipe qui ne prendra pas d'éclat dans cette saison, quoi. Mhm. Ouais. Très bien, donc Foss en playoff pour toi, l'ASA pour moi. Rendez-vous à la fin de la saison pour voir si C'est on a ça. vu juste tous les deux ou pas du tout. On verra bien, on verra bien. Ou ça se trouve les deux, qui dit pas. Ouais. La saison est longue, qui dit Et avec pas. un peu de chance, les deux clubs s'affronteront. Ah, le top du top, la situation parfaite, quoi. J'enchaîne sur Allez, ma troisième hot take. Let's go. On a dit qu'on montait à crescendo. Euh, pour rappel, on est à la veille de la neuvième journée aujourd'hui parce que ça va avoir un petit point d'impact sur la hot takes. Mais pour moi, aujourd'hui, l'équipe de Paula Cortez, si elle veut jouer le rôle d'outsider et justement se mêler à la bataille avec les clubs dont on a parlé précédemment, il va falloir réajuster l'effectif. Pour moi, il y a des changements impératifs à faire. Aujourd'hui, ils sont à 4 défaites de suite. Après avoir démarré le championnat à 4-0, on les voyait partir enfin, dans le top avec Rouen et Blois notamment. Et au final, ils ont totalement redescendu. C'est une équipe qui défend très bien. C'est la physionomie de Michael et 78 points encaissés. Il n'y a rien à dire sur l'impact défensif pour moi. Euh, Seulement, offensivement, ça marche pas du tout, je trouve. C'est la grosse difficulté de ces derniers matchs. On se repose sur l'omniprésence de Christopher Ledloum, qui est très très bon, hein, certes, mais qui est trop seul et qui manque d'accompagnement. Je trouve qu'il y a trop de profils similaires en termes de shooters. Il y a Bastien Pinot, il y a Walter White qui shoot, ouais. il y a Gaillard Curieux. Kenshin Cheryl, Gaylor Curier, exactement. Et si tu vois, s'il y a un joueur sur lequel j'aurais tendance à plus taper sur les doigts, c'est sur Kenshin Cheryl, leur meneur que je trouve euh, un peu trop irrégulier déjà. C'est-à-dire qu'il a fait une perf à 25 points, je crois qu'il y a 2 journées de ça, et la journée suivante, il met 6 points, tu vois. Alors que la championnat Pro B, long comme il est, il faut imposer cette régularité. Il perd beaucoup de ballons, 3 en moyenne par match. Euh, pour une équipe de Compo, qui est l'équipe qui perd le plus de ballons cette saison en championnat, il faut vraiment gommer ça. Et pour moi, il n'a pas ce statut de leader et de second visage derrière Christopher Ledloum. Et il manque ce relais au scoring et à la création que Ken Cheryl n'impose pas, entre guillemets. C'est pour ça que je lui tape un petit peu sur les doigts. Et pour moi, c'est pas un joueur qu'il faut changer aujourd'hui. Je trouve que le cadre d'avoir Bastien Pinot en second visage, un petit peu comme Timothée Verger à Léa Blanc en mode sniper, mais je pense que ouais, le poste 1 pose un petit peu problème du côté de Pau. Et j'ai aussi des gros doutes sur Amadou Sidibé à l'intérieur, Ouais. que j'avais trouvé très bon des saisons précédentes quand il était passé à Évreux, puis à Tours en Pro B. Il s'est un petit peu baladé sur le continent. Ensuite, il a fait un peu le globe-trotter et il revient. Et moi, je l'attendais vraiment. Pour un pivot titulaire, tourner à 3,5 points pour 5,4 d'évaluation, ça reste trop faible pour moi. J'aime bien, attention à la prononciation, le jeune Sitraka Harry Manantoan Lima, qui, du premier coup. Bravo. Ah, ça, c'est un petit pour Ça, le c'est secret, travaillé, ça. On ça sent le c'est travaillé. commentateur, là. C'est un entraînement de commentateur depuis les années Espoir à Chalon. Donc, je- donc voilà, donc si Traka passe par cette vidéo, il a fallu bosser pour avoir ça. Non, moi j'aime bien, même si je trouve qu'il fait pour l'instant Straka une saison un peu plus compliquée par rapport à la saison dernière à Évreux où il était très responsabilisé. Je trouve que c'est un parfait joueur pour moi en sortie de banc et que il a juste mal démarré la saison, que ça ira mieux après. Mais pour moi, Amadou Sidibé, aujourd'hui, on ne peut pas rester avec un pivot titulaire comme ça qui produit un jeu entre guillemets offensif faible. Surtout que c'est un joueur qui est censé avoir de l'impact physique à l'intérieur. Et je trouve ça dommage, surtout quand tu as un Kevin Marcillon-Noléo au poste 4 qui fait un super début de saison, qui est cinquième meilleur rebondeur du championnat. Il est poste 4, il faut le rappeler, Kevin Marcillon-Noléo, qui tourne à peu près à 9,7 rebonds de moyenne. Et voilà, moi je tenterai de faire. Je suis pas coach, hein, encore une fois de plus, et Michael A a des talents fous pour ça. Mais je tenterai de faire starter pour moi une raquette un peu small ball avec le Douloum et Marcillon-Noléo. Voilà pour cette hot takes là. Ouais, bah écoute, c'est intéressant. Je suis du même avis que toi sur les joueurs qui pourraient être des fusibles si on va dire que la dynamique ne s'inverse pas pour Portez. Effectivement, quand tu commençais à parler de joueurs qui pouvaient être remplacés, mon regard, moi, c'est immédiatement tourné vers Amadou Sidibé, qui Mm. est pour moi la déception de ce début de saison. Il joue pas beaucoup. Le dernier match, il n'a joué que 7 minutes parce qu'il a pris 5 fautes. Tu peux pas, t'as pas le droit, t'as pas le droit de faire 5 C'est fautes en 7 interdit. minutes à ce niveau-là. Enfin, franchement, surtout contre Chalon-Reims, qui a, je pense, la raquette la plus faible de la division. Donc pour moi, clairement, Amadou Sidibé, s'il y a un joueur qu'il faut changer, ce sera lui. Et effectivement, en second, je pense que ce sera Keshun Cheryl,
où j'attendais un meilleur rendement, plus de régularité aussi dans les performances. Et c'est vraiment d'autant plus dommage que tu vois la saison de MVP, mais de Chris Ledlow, franchement, qui est incroyable, qui a raté 2 matchs, faut le dire, qui là est revenu et a marqué, je crois, 29 points contre Clermont. Ouais. Franchement, on attend mieux, c'est vrai, de la part de Portez, qui a renouvelé son effectif quasiment totalement. Il faut le rappeler aussi. Ouais, c'est clair, mais tu parles d'Amadou Sidibé et c'est bien de cibler ça parce qu'on parlait de c'est un joueur à des qualités athlétiques. C'est un mec qui, quand il jouait à Évreux, tournait à 12 rebonds de moyenne en Pro B. Faut que pour que les gens se rendent compte un petit peu du statut. Et là, aujourd'hui, au four et au moulin, c'est Christopher Ledloum qui doit se. Alors, c'est un très bon rebondeur, hein, Christopher Ledloum, je dis pas le contraire, mais en termes d'énergie, qui vient dépenser toute son énergie à aller chercher du rebond. Et, et quand on va dire que tu as un intérieur qui fait moins ton taf, forcément, ça puise un petit peu dans les ressources. Et quand je parlais d'omniprésence, c'est qu'il fait tout. C'est la tête et les épaules de cette équipe-là et qu'à un moment, il va falloir aussi avoir des seconds couteaux et avoir un collectif qui marche mieux offensivement. Et voilà, il y a encore une fois, c'est pour cette équipe de Portes aussi cette volonté sans doute de maîtriser un petit peu mieux le ballon. Je crois qu'ils sont, voilà, j'avais parlé d'être pire, enfin la pire équipe en termes de perte de balles. Je crois qu'ils sont à 17 par match, qui est beaucoup trop. Mais voilà, après, je reste pas négatif sur le fait que ça peut se réguler, mais pour moi, si ça doit se réguler, ça passera par des changements dans le roster. Ouais, je suis d'accord, surtout que bah, le début de saison est prometteur parce que sur les 4 matchs que tu gagnes, tu vas gagner à Fos. C'est une sacrée performance. Tu gagnes aussi à l'arraché une victoire pleine de caractère contre Antibes où tu mets 92 points. Tu vas gagner ensuite à Nantes. Bon, Nantes, on en a déjà parlé. Et après, tu avais quand même une série de matchs assez abordables sur le papier où tu joues contre Denain à la maison. Tu perds de 9 points, tu marques 72 points. Tu vas perdre à Rouen alors que Rouen, c'est pas le Rouen de l'année dernière, très clairement. Tu reçois le SCAB qui avait des joueurs absents, donc tu aurais dû gagner. Et enfin, tu perds à Charles-en-Reims qui fait un début de saison pas ouf, quoi. Donc sur les 4 matchs là que tu viens de perdre, c'est assez inquiétant parce que c'est clairement des équipes à ta portée, en fait. Ah ouais, non, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça, au-delà du fait, parce qu'un bilan de 4 victoires, 4 défaites, c'est dans une probe aussi dense, il n'y a pas à tirer dessus, mais comme tu l'as dit, et c'est très bien de le souligner, c'est que c'est vraiment des défaites contre des équipes où normalement, c'est pas une victoire assurée, mais c'est des matchs que tu dois remporter quand tu as l'ambition d'aller, on va dire, un cran au-dessus dans ce championnat et jouer les rôles d'outsider. Et pour Orthez, comme tu as dit, ils ont une partie facile de calendrier. Ça va se corser jusqu'à la fin maintenant. Et il va falloir s'accrocher parce que ça veut dire que maintenant, il va falloir, pour accrocher les premiers wagons, il va falloir commencer à aller faire des exploits. À démarrer le 7 novembre par un exploit du côté de la Diablo Basket, pourquoi pas, pour le retour de Michael et Ouais. ça pourrait être beau, en effet, mais va falloir montrer en tout cas un autre visage offensivement. Ouais, ouais, je te rejoins et on parlait qu'on était à la veille de la 9e journée. La chance que peut avoir Portez, c'est que demain, il se déplace à Chartres. Donc Chartres qui fait un début de saison catastrophique, mais qui s'est forcé de Daisy Washington, qui a fait un match incroyable à Denain et qui a été chercher sa première victoire. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu qui tout double demain pour Portez. Soit ils gagnent et une dynamique positive s'enclenche, ou alors ils perdent. Et là, je pense qu'il y a vraiment des têtes qui vont tomber. Ouais, je pense que en tout cas une défaite demain, je ne sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo, mais une défaite face à Chartres pour moi c'est un critère en tout cas un motif de changement immédiat. 5 défaites d'affilée en Pro B, c'est pas possible. 5 défaites d'affilée en Pro B, enfin sauf si tu veux jouer le maintien, mais 5 défaites d'affilée c'est pas possible en Pro B. Non, c'est clair. Face à des clubs justement qui Ouais, devraient jouer le maintien. On parle de Chartres, enfin, 6 défaites il y a, on a parlé de Denain. Le SCAB ne va pas jouer le maintien, mais à domicile, sachant qu'ils avaient des blessés, le SCAB, tu devais gagner. Et ensuite, Rouen aujourd'hui est mal classé. Enfin, non, non, franchement, c'est pas possible. Il faut vraiment que Poirtez se sorte un petit peu les doigts là. Franchement, ça va pas du tout. c'est clair. C'est à ton tour, je crois. C'est à mon tour. Ouais. Je vais cette fois parler un joueur Ok. que j'affectionne particulièrement. Tu as parlé de Jonathan Jeanne, je vais parler d'un autre intérieur qui n'est pas un pivot mais un poste 4. Pour moi, l'année prochaine, Lucas Duféal jouera en Betclic Elite et je mets une grosse pièce sur le fait qu'il ira au MSB. Dans ma preview, je disais sur Vichy que j'attendais beaucoup plus de responsabilités pour Lucas Duféal, surtout il y a ses copains qui sont partis, qui avaient pas mal de responsabilités, Ilias Kamardine et Noah Penda. Et pour l'instant, c'est le cas. Il a vraiment plus de responsabilités et surtout, il confirme les promesses qui ont été entrevues la saison dernière. Il s'affirme comme un joueur complet, mais vraiment ultra complet. Il était déjà dominant défensivement l'année dernière. C'est le cas encore cette année. Il tourne à 2,5 contre, donc il a vraiment une activité de fou malade.
Il prend plus de rebonds, il met un petit peu plus de points. Je m'attendais peut-être à un peu mieux en termes de points, mais il a quand même augmenté sa moyenne. Il a un temps de jeu plus conséquent et il a progressé dans sa vision du jeu. 2,5 passes, donc c'est pas mal. Et je trouve qu'il y a un match qui illustre parfaitement le fait que c'est un joueur ultra complet. C'est contre Chartres. Sa ligne de stats, c'est 7 points, 8 rebonds, 7 passes et 5 contres. Donc vraiment un joueur qui coche vraiment toutes les cases statistiques. Il fait déjà partie des presque meilleures évaluations de la Pro B avec ses 15,6 d'évaluation. Et il va continuer à progresser encore tout au long de la saison. Et je pense que pour lui, le prochain cap, ce sera clairement la Betclic Elite. Et je pense qu'il va aller retrouver son ancien coach de l'année dernière de Vichy, Guillaume Bizac, tout simplement. Je te rejoins parfaitement sur le profil de Lucas Duféal. Joueur ultra complet, joueur très athlétique, on connaissait ses qualités-là. Là, moi, je suis très satisfait cette année, et tu l'as mentionné, c'est que c'est un joueur qui passe beaucoup mieux le ballon. Aujourd'hui, bon, il arrive aussi dans une équipe de Vichy où il est beaucoup plus responsabilisé, où il est, entre guillemets, dans une saison de confirmation. Euh, mais il confirme parfaitement, entre guillemets. Euh, Son passing game qui commence à être vraiment très bon. Et moi aussi, enfin, même si ça ne se voit pas encore dans les moyennes de points, il est beaucoup plus responsabilisé offensivement. Euh, Ouais. Beaucoup plus avec le ballon, mais il part pas trop à la faute non plus, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas un dribbleur de dingue, mais il est capable de poser un dribble et de monter directement très rapidement. Euh, donc, on va dire ce petit côté un peu plus à la création. Et après, voilà, il a des qualités athlétiques qui restent uniques, une énergie de dingue. Et dans un début de saison un peu compliqué pour Vichy, euh, il s'en sort bien, entre guillemets, surtout que c'est une équipe où je trouve qu'il y a un peu de. Il y a un peu Jordan Shepard, leur américain, a du mal à prendre ce rôle de leader en scoring. On voit Hugo Doumbia qui essaye de prendre un petit peu de relais sur ça. Et Lucas Dufel le fait parfaitement. Et c'est la tête d'affiche de cette équipe de Vichy. Et surtout il est encore très jeune. Et comme tu le dis, il y a un homme qui sait très bien le coacher. Et il est du côté du MSB. Et vu ce qu'il fait avec Noah Penda, qui a réussi à très bien passer le step, je doute en aucun cas de voir Lucas Duféal, comme on en parlait de ses intérieurs français précédemment qui arrivent en Baltic Elite. Je doute en aucun cas que Lucas Duféal fera le pass en Baltic Elite et réussira à s'imposer aussi dans ce championnat-là avec des statistiques où sans doute il ne dépassera pas les 10 points de moyenne, mais par contre, il terminera potentiellement à plus de 10 d'évaluation. Ouais, c'est ça. Et franchement, si Noah Penda venait à se faire drafter en fin d'année, pour moi, ce serait le candidat tout désigné. On sait à quel point Guillaume Biad, il adore développer des jeunes. Il connaît Lucas Duféal. Donc pour moi, ce serait vraiment ce serait hyper logique. Et je pense que si Lucas Duféal est aussi régulier sur le reste de la saison en Pro B, il a rien à faire l'année prochaine en Pro B. Et j'aimerais le voir avec justement un coach et un projet qui va le responsabiliser. Et pour moi, ce sera le MSB, tout simplement. Maintenant, je veux aussi voir, tu l'as mentionné aussi, Vichy fonctionne moins bien. Je pense que c'était attendu cette saison. Est-ce Oui. que Lucas va pouvoir aussi gagner en leadership et va pouvoir faire les actions qui vont compter pour aller chercher des victoires? Ça va aussi être quelque chose qui va m'intéresser et que je vais observer. Bah là, c'est le gros step clairement de la saison après 8 journées où on commence à voir les premiers visages, qui va jouer les hauts tableaux, quelle équipe va jouer plutôt le milieu et le bas, et aussi qui se comporte en leader dans chaque équipe. Et Lucas Dufern, maintenant qu'il a entre guillemets atteint ce statut de leader, de joueur impactant dans l'équipe, dont on ne peut pas se passer, là où l'année dernière il sortait du banc. Euh, Maintenant, ça va être à lui aussi aussi jeune qu'il est, hein, de prendre les responsabilités et de tirer son équipe vers le haut. C'est un très bon joueur de collectif. On en parlait, c'est un mec qui fait des passes, c'est un mec qui a justement pas cet ego-là, qui a cet ego très collectif, très tourné vers l'autre. Et ça se ressent dans ses statistiques. Donc, hâte de voir. Puis, bon, je sais qu'à la fin de saison, il y a pas de trophée de DPI, si je dis pas de bêtises, de Defensive Player of the Year en Pro B. Mais bon, En Pro B, non, il n'y en a pas, mais bah bon, voilà, il y a pas de débat non plus. non, non, c'est clair. Très bien, je te propose de nous diriger très tranquillement vers notre quatrième conclusion hâtive. Et bah écoute, allons-y. Celle-là, celle-là, j'annonce. Bon, s'il faut que j'en assume la pleine responsabilité quand même, parce que c'est quand même des hauts textes. Non, alors, celle-là, c'est le petit bonus où on se fait un peu plaisir, on va dire. Pour moi, cette saison en Pro B, aujourd'hui, le 20e de ce classement de Pro B, Chartres, pour moi, va se maintenir cette saison. Ce qui est très osé, ce qui aurait été très, 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 très osé il y a encore 5 jours. Ouais, C'est- complètement. Aujourd'hui, entre guillemets, il y a un peu plus de réalisme et c'est pour ça que je parle avec ce recul-là. Euh, le basket produit par. Enfin, voilà, tu l'as annoncé, mais il y a l'arrivée de Daisy Washington qui a fait un bien énorme dans la première victoire, qui a été exceptionnelle face à Denain.
Après, c'est pour moi, Daisy Washington, c'est un meneur de première division. On l'a vu Ouais, passer à clairement. Chalon, on l'a vu jouer déjà en Coupe d'Europe. 27 points, 8 passes, 4 rebonds, 32 dévals. Enfin bref, c'est rayonnant. Attention à lui on va dire, la tête d'affiche de meilleur scoreur de ce championnat de Pro B. Ils sont aussi renforcés de Ike Nwamou, Ouais. qu'on a vu du côté de Nancy, qui a joué en Betclic Elite la saison dernière, qui est parti du côté d'Israël, si je dis pas de bêtises. Mm. Enfin bref, qui a connu cette Pro B aussi là, qui est un poste 1-2 très physique, donc parfait complément de ce que de Daisy Washington, qui est peut-être beaucoup moins bon défenseur, qui a déjà mis 13 points lors du premier match. Ils sont renforcés avec deux joueurs de très haut calibre. Ça change forcément beaucoup de choses parce que l'équipe de Chartres, elle était clairement pas du tout, mais pas du tout au niveau sur les premiers matchs. Et là, le basket qui a été proposé face à Denain, le côté aussi que cette équipe, elle prend du galon collectivement. Enfin, elle prend du galon collectivement en termes d'énergie. J'ai trouvé que la victoire avait un petit peu forgé le groupe sur les images de fin de match. Après, c'est qu'un ressenti visuel. Mais surtout, l'arrivée de ces deux joueurs, ça va créer des espaces pour des shooters comme Abed Doumbia, comme Victor Mopsus, comme Rigo Ezzata aussi, qui s'est vraiment développé dans ce domaine-là. Et c'était alors que c'était des joueurs qui étaient tête d'affiche de cette équipe de Chartres, qui vont passer avec un rôle un petit peu plus de secondaire, de role player. Ça va aussi donner un peu plus de recul à Emmanuel Omogbo, qui était très responsabilisé en attaque, mais on sait que l'attaque, pour l'avoir vu passer du côté de Vichy, c'est pas forcément son fort de jouer balle en main. C'est un joueur qui est très bon off-ball, qui est très bon dans ses qualités athlétiques. Et ça va permettre aussi, entre guillemets, de prendre un peu plus de recul à Emmanuel Omogbo pour qu'il puisse faire ce qu'il sait bien faire. Et pour moi, la victoire VS Denain, voilà, enfin, contre Denain, a vraiment forgé un collectif motivé, je pense, plus par la suite, surtout qu'il y a des concurrents, la concurrence n'est pas très loin, entre guillemets, il n'est pas trop tard pour réagir. Il y a des équipes en difficulté, certes, hier Toulon a gagné ses deux derniers matchs, je ne dis pas de bêtises, mais voilà, ça reste quand même une équipe qui risque de faire la balance avec eux. On a parlé de Nantes, qui est très grande difficulté. Évreux ne propose pas le plus beau des baskets non plus. Rouen n'a pas fait un très bon début de saison, donc va falloir accrocher ce wagon pour Chartres. Gagner potentiellement contre Pau serait une très belle affaire. Et pour moi, avec l'équipe est totalement changée, ça va changer leur équipe, entre guillemets. Et aujourd'hui, ouais, Chartres, pour moi, a le visage pour se maintenir. Et je vais aller au bout de ma texte, va même se maintenir. Ok, intéressant, hyper intéressant. Il y a effectivement, comme tu as dit, il y a 5 jours, tu m'aurais dit ça, je t'aurais pris pour un fou. Ouais. Mais Même vraiment. moi, attends, c'est. Là, je comprends. Dans mes previews, Chartres, je les faisais se maintenir, clairement. Le début de saison, enfin, même s'il y a eu des blessés, il y a eu quand même deux, trois blessés, je pense, qui ont fait que la mayonnaise n'a pas pris, que le collectif a pris du retard. Il y a aussi eu des joueurs qui n'étaient pas au niveau. On a très vite vu que Dwayne Washington, du coup, ça allait pas le faire. Il vient d'être remplacé par Daisy Washington. Donc, ils ont pris deux joueurs enfin, qui, pour moi, ont le niveau, effectivement, pour jouer à l'étage supérieur. Ça va être intéressant. J'ai un peu peur que Chartres ne s'appuie du coup que sur ces deux joueurs, Daisy Washington et Ike Nwamou, ce qui pourrait faire que Chartres pourrait devenir un petit peu prévisible. Donc j'attends de voir sur la durée si vraiment on ne va pas développer une dépendance à Daisy Washington notamment. Mais sur le papier, Chartres a dorénavant une belle équipe. Je préfère, et ça aurait pu être une take aussi, que Chartres conserve Edogi, le pivot qu'ils ont signé pour remplacer Gavin Kensmith qui est blessé. Kensmith qui a fait vraiment une saison assez décevante, voire même très décevante à Pau l'année dernière, et qui là, sur le peu de minutes et le peu de matchs qu'il a joué en revenant de blessure, bah, j'ai retrouvé le Gavin Kensmith en fait de l'année dernière. Alors que Edogi, en fait, il match complètement avec l'équipe. Donc, j'espère que Gavin Kensmith va retrouver son niveau. Et si c'est le cas, effectivement, je pense que Chartres a les atouts pour se maintenir. Parce que, comme j'ai dit, Nantes, je suis très inquiet. Et Évreux, je les vois vraiment, vraiment en dessous. Et Chartres, ça m'avait surpris aussi quand les budgets, les masses salariales sont sortis. Chartres, en fait, ils ont un budget, une masse salariale milieu de tableau Pro B. Donc, ça veut Ah, dire c'est clair. qu'ils ont l'argent, en fait, pour activer encore d'autres leviers pour se renforcer s'ils ont besoin. Chose que Évreux va très difficilement pouvoir faire parce qu'ils sont un petit peu dans la mouise financièrement. Tu as parlé en effet de ces deux facteurs-là et tu as raison. Le gros point, c'est aussi voilà, Daisy Washington, comment gérer. C'est aussi un joueur qui a beaucoup d'ego, Daisy Washington, Ouais. euh, qui peut très rapidement tourner dans un match où il n'est pas dedans, prendre les mauvais tirs, faire les mauvais choix, perdre des ballons. Et ça plombe tout un collectif. Alors, l'idée, c'est aussi de cadrer voilà, Daisy Washington, sortir la meilleure version de lui-même, entre guillemets, comme face à Denain. Et moi, par contre, quand je vois un Daisy Washington en pleine forme, capable de scorer, capable de passer le ballon,
J'ai mentionné le fait de libérer des espaces pour des shooters, un shooter comme Ahmed Doumbia qui est à 58% aujourd'hui à 3 points, euh, comme Rico Ezzata qui a vraiment développé ça dans sa panoplie aussi, et Gavin Kesmil, et ben, j'espère qu'il va prendre un petit peu de galon aussi, qu'il va arriver à s'élever au niveau du championnat parce que c'est un joueur très attendu, comme tu l'as dit, mais entre guillemets, si la mayonnaise prend et que cette équipe arrive à bien tourner collectivement, que les joueurs arrivent à s'élever par la présence, ces nouvelles arrivées, ça arrive à redonner une nouvelle énergie. À mon avis, Chartres, ils vont pas être très drôles à jouer. Et Denain, en tout cas, a fait les frais le week-end dernier de ça. Après, on verra. On sait que la bataille au maintien va être longue aussi. Ils partent avec un petit plan de retard aujourd'hui, mais bon, on rappelle que le championnat va être très long et qu'il va y avoir encore beaucoup de journées. Ouais, comme tu dis, enfin, ils sont clairement pas relégués, et ils n'ont pas énormément de retard au classement. Il y a trois équipes aujourd'hui qui ont une défaite, Évreux, Nantes et Chartres. Hier, Toulon en a deux, Vichy trois, donc clairement, il reste, euh, il reste énormément de journées et Chartres, en fait, peut très bien s'en sortir. C'est clairement pas fini pour eux et c'est fini pour personne d'ailleurs. Donc maintenant, ça va être Ouais, super intéressant de voir sur la durée ce que va pouvoir produire DC Washington et Ike Nwamou. Est-ce que c'était, on va dire, l'effet électrochoc arrivé de deux joueurs ou alors est-ce que vraiment ça permet d'améliorer le collectif? puis c'est ça, exactement. Ce championnat, il est vraiment très dense. On est sur 40 journées, quoi, presque de championnat, Ouais, ce il qui est reste 30 énorme. journées. 30 journées, c'est ça qui est dingue. Et on se dit ça, il reste 30 journées, on en a déjà joué 8 quoi. Entre Ouais. guillemets, on a l'impression d'avoir fait beaucoup, mais en fait, il reste le plus dur devant. Et ce qui peut être possible, c'est qu'à la 25e journée, Chartres soit 12e et à la fin relégué aussi, hein. Ça peut arriver totalement. Mais bon, en tout cas, pour moi, les changements arrivent au bon moment. La réaction du staff intervient au bon moment de la saison. Il fallait clairement changer tous les problèmes parce que là, l'équipe de Chartres proposée, ça allait tout droit dans le mur. Et après, on verra s'ils arrivent à se surélever avec ces nouvelles arrivées. Mais il faut noter que c'est quand même deux très très gros CV et qu'il n'y a pas toutes les équipes qui pourraient se payer ça. Mm. Ouais, je suis d'accord. Ça va être intéressant. Du coup, on a parlé de ces deux équipes. Demain, Chartres, Portez, on verra. On verra, ça va Ouais, être super c'est intéressant. un peu le gros match. Hein, Ouais. enfin, c'est le gros match de no hot takes, entre guillemets. C'est le gros match du bas de tableau, ouais. C'est ça. Oui, aussi. Eh bien, pour moi, pour ma dernière hot take, je vais plutôt remonter tout en haut du classement. Je vais parler d'un club qui affiche un bilan de 6 victoires pour une défaite. Je vais parler de Rouen. Et moi, ma hot take, eh bien, en plus, c'est mon club. Ça me fait d'autant plus mal de le dire, mais pour moi, Rouen ne montera pas. Alors oui, forcément, je suis hyper dramatique parce que c'est l'exercice qui veut ça. On balance des conclusions hâtives. Mais oui, clairement, je le dis aujourd'hui, Rouen ne montera pas. Rouen a, pour moi, l'effectif le plus sexy de la Pro B sur le papier. Mais on sait qu'avoir une très belle équipe sur le papier, ça ne fait pas tout. Coucou Nantes. Pour moi, à Rouen, la petite balle perdue comme ça, Voilà, bah, le bon exemple, on va dire. Il n'y a rien à dire. c'est ça. Rouen, il y a un manque de vécu collectif. On est sur une équipe qui est descendue de première division, qui a changé tout son roster, comme c'était le cas pour Foss quand ils sont descendus l'année dernière. Je trouve qu'il y a un manque de leadership, un manque de dureté aujourd'hui chez Rouen. Il y a un manque d'intensité défensive. Il manque un petit peu ce Clément Cavallo, en fait, qui arrivait à dynamiser l'équipe et qui se mettait vraiment le ventre à terre lorsqu'il évoluait du côté de la Chorale. Et puis, je t'avoue que la raquette aussi me fait un petit peu peur. Je vois pas du tout la complémentarité entre Florian Léopold et Bruno Sangalamata. Je trouve que le premier rideau défensif de Rouen se fait trouer vraiment très rapidement. On n'a pas forcément de rim protector. Et puis, je regardais aussi, je comparais les ratios attaque, enfin, points marqués, points encaissés. Dans le top 5, aujourd'hui, Rouen, c'est de loin l'équipe qui encaisse le plus de points, alors que les équipes qui vont le plus loin en playoff, aujourd'hui, enfin, plutôt les saisons passées, c'est les équipes qui ont des défenses hermétiques et qui sont capables de switcher d'un mode saison régulière à un mode playoff. L'année dernière, la finale du championnat, c'était La Rochelle, Boulazac, les deux meilleures défenses. Alors aujourd'hui, Rouen fait partie des meilleures attaques. L'attaque, comme on dit, ça fait gagner des matchs, mais la défense, ça fait remporter des titres. Et aujourd'hui, sur ce que je vois, Rouen n'a pas ce qu'il faut défensivement, dans l'intensité, dans les attitudes et dans l'engagement pour matcher les équipes qui vont être très rigoureuses. Je pense à des équipes comme Blois ou comme Boulazac, par exemple. Et pour moi, Rouen peut prendre cher face à des équipes comme ça, parce que justement, je ne sais pas s'ils arriveront à matcher dans les matchs qui vont être très rugueux et très durs. C'est un petit peu une équipe de gentils garçons pour moi aujourd'hui. C'est vrai que tu as totalement raison et je partage totalement cette analyse de Hot Takes. Pour moi, Rouen, on a vu cet été un recrutement qui était XXL sur le papier. Offensivement, enfin,
Pour moi, c'est compliqué de faire mieux offensivement, d'aller chercher des Ouais. joueurs autant qualifiés. Euh, Michael Auguiné, il y a Maxime Ross qui reste, Florian Leopold, Bruno Singalamata. Enfin bref, je vais pas citer tout le roster parce enfin pour moi Il est c'est une équipe monstrueux. exceptionnelle. Ouais, il est monstrueux, c'est ça. C'est une équipe démentielle entre guillemets offensivement, 91 points de moyenne marqués. Mais la première réaction que j'ai eue cet été, c'est ok, c'est très bien, mais ils sont où les défenseurs là-dedans? Parce que un vrai joueur défenseur de cette équipe, c'est Maxime Ross, mais il revient de blessure. Et même s'il est très bon offensivement, j'ai trouvé que défensivement, il a encore du mal à appuyer sur son genou pour aller chercher ses qualités athlétiques où il peut vraiment être un bon rim protector. À l'intérieur, tu en as parlé, c'est compliqué. C'est deux profils qui se ressemblent beaucoup entre Florian Leopold et Bruno Singalamata, qui n'ont pas forcément de complémentarité particulière. Euh, Deux joueurs, entre guillemets, qui seraient titulaires dans n'importe quelle équipe de Pro B et qui aujourd'hui doivent se suppléer l'un à l'autre, donc avec une certaine gestion de temps de jeu. Et puis, pour moi, entre Michael Auguiné, entre Terrell Gomez, même Antoine Dio, et même le jeune Harvey Coty, j'ai du mal à voir un meneur qui est capable défensivement de venir fermer totalement un meneur adverse, comme un Daisy Washington, par exemple. Euh, et il y a vraiment ce manque d'âme défensive, et tu en as parlé. Aujourd'hui, un championnat de Pro B, ça se gagne majoritairement en défense. Ouais. Je prends l'exemple de Blois, en toute humilité, la Diablo Basket aujourd'hui est à 7-0, mais au-delà d'avoir une équipe qui tourne très bien offensivement collectivement avec 89 points de moyenne, c'est surtout 70 points encaissés, une meilleure défense du championnat. Et aujourd'hui, en fait, en Pro B, c'est ça, tu gagnes pas des matchs par l'attaque, tu gagnes des matchs par la défense. Euh, et pour moi, c'est le gros manque de cette équipe de Rouen. Après, ça reste un concurrent très, très, très sérieux. Euh, et pour moi, si je devais compléter cette analyse-là, s'ils doivent monter, ils monteront par la première place. C'est la première place. C'est exactement ça. Exactement. Et ça te suit parfaitement sur ça. Parce qu'en playoff, faut arriver et, entre guillemets, les taux se resserrent. L'intensité est au max. Il ne faut pas oublier aussi derrière qu'il y a un club de Betclic Elite qui va se rajouter avec des joueurs de qualité athlétique, avec trois Américains potentiellement. Ça va être différent. Et pour moi, c'est clair que Rouen a une équipe qui a un visage de saison régulière parfait, mais par contre un visage de playoff plus compliqué. Mais après, encore une fois, c'est le début du championnat. La Ouais. Diablo Basket, pour l'instant, a eu un calendrier très facile. 7 victoires, 0 défaites contre des clubs moyens en bas tableau. Il va y avoir des affrontements qui arrivent. Demain, il y a le Centrico, le premier classico enfin, du centre Val-de-Loire, entre guillemets, avec Orléans. Il y a ensuite la réception de Pau et il y aura un gros match contre Rouen. Donc, on verra, entre guillemets, si nos conclusions sont bonnes ou pas durant ce match-là. Mais en tout cas, pour moi, je ne vois pas comment faire progresser cette équipe défensivement, mais collectivement, il va falloir s'y mettre parce qu'au four et au moulin, parce que c'est clairement un facteur limitant. Ouais, c'est ça. Je pense vraiment que l'équipe, elle a été construite pour. Il y a énormément de talent individuel, il y a énormément d'individualité, mais je pense que ce que veut développer Thomas Andreu avec cette équipe, c'est vraiment la quintessence et tirer le meilleur de chacune des individualités au service du collectif. Et aujourd'hui, offensivement, Juan se repose beaucoup trop, je trouve, sur son talent. Donc, ils sont plutôt, je trouve, dans la réaction que dans l'action. On est loin du rouleau compresseur qu'on pouvait imaginer quand on regarde l'effectif sur le papier. Donc, sur leur talent offensif, ils font la différence. Par contre, je ne les ai pas encore vus mettre les barbelés et j'ai très très hâte de les voir affronter des équipes comme Blois, par exemple, parce que ça va être hyper intéressant. Sur des duels directs, ça va être super intéressant, comme tu le dis, de voir un petit peu s'ils arrivent à passer ce step-là. On en a parlé en mentionnant Lazare. Et Rouen, c'est aussi une équipe qui a gagné des matchs de peu, qui s'est fait Ouais. beaucoup peur sur beaucoup de rencontres, euh, en gardant quand même une certaine maîtrise. Hein. Bien sûr, tout pesé parce qu'il y a quand même un goal average qui est assez élevé. Ils ont très bien débuté la saison. Je crois. Ils ont mis une pile à la charge, je crois, la première journée, Ouais. très logiquement, mais c'était le Chartres de début de saison. Et là, on les voit, entre guillemets, qui jouent les yeux dans les yeux avec des équipes qui sont censées être un petit peu du rang inférieur. Moi, j'ai une grosse question sur un des joueurs, c'est leur ailier fort, Dante Thomas, Dante euh, Thomas, ouais. que Je peux j'attendais très te fort. rassurer, ça fait parler beaucoup de supporters rois. Bah, c'est un joueur qui est attendu en qualité titulaire. Être à 4 points de moyenne, à 10% à 3 points pour un temps de jeu, bon, il joue beaucoup moins, du coup 18 minutes, qui a été clairement remplacé par la très bonne présence de Maxime Ross. Mais moi, enfin, je me questionne aujourd'hui aussi sur ce point de recrutement-là. Et pourquoi pas, entre guillemets, faire un petit changement en allant chercher un intérieur au profil beaucoup plus défensif à la place de Dante Thomas, qui pourra, entre guillemets, apporter ce manque de rim protecteur qu'on a peut-être avec les deux pivots, Florian Leopold et Bruno Singalamata
et renforcer justement cette défense, que ce soit sur des sorties de pick and roll sur les meneurs adverses, etc. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a aussi un autre petit bémol que j'ai pas souvent, enfin que j'ai pas pointé, mais Juan peut parfois être en difficulté au niveau du rebond. Dont Thomas ne prend littéralement pas de rebond. Donc, effectivement, pour moi, s'il y avait un levier à ajuster, peut-être ce serait le secteur intérieur. Et effectivement, je pense que sur le secteur intérieur, ce sera forcément Dante Thomas, parce que on le sait, voilà, les JNFL, les joueurs étrangers sont ceux qui sont le plus facilement remplaçables. Je vois pas Juan se séparer de Florian Léopold ni de Bruno Sangalamata. Donc, je pense que s'il y avait un joueur à remplacer, je pense qu'effectivement, tu as tout à fait raison. Ce serait plutôt Dante Thomas aujourd'hui. Ouais, puis là, j'attends aussi, moi, de relancer un petit peu une dynamique parce qu'entre guillemets, sur les derniers matchs, je regarde le tableau qui est à ma gauche, hein, mais il y a une victoire de Évreux contre Évreux de seulement 2 points, contre Évreux qui est une équipe du standing inférieur. Il y a une défaite contre Antibes de 8 unités. Il y a une victoire de un petit point contre Boulazac. Il y a cette victoire en prolongation contre Laza. C'est pas des grosses victoires sur des débats dominés, entre guillemets. Ça joue pour l'instant les yeux dans les yeux. Ils n'ont pas encore élevé leur niveau de jeu. Alors maintenant, il y a un déplacement à Rouen qui va être important. Et il y a surtout un déplacement à Pau. Et à voir sur quelle équipe de Pau ils affronteront. Est-ce que ça sera une équipe de Pau totalement Ouais. dans le game, entre guillemets, et qui se relève? Mais j'attends un peu plus de confiance de cette équipe de Rouen. J'ai besoin de voir Rouen gagner des matchs de 20 points. C'est ça. Ils sont irréguliers. Alors, pas dans leurs résultats, parce qu'ils n'ont qu'une seule défaite, mais au sein même, enfin, d'un même match, ils sont hyper irréguliers. Ils perdaient, je crois, de peut-être 8 ou 10 points à 2 ou 3 minutes de la fin face à Évreux. Enfin, à Évreux, du coup, ils sont revenus et ils l'ont emporté à l'arraché. Ils menaient assez largement au final contre Boulazac et au final, ils se sont fait peur. Donc, ils peuvent vraiment être hyper irréguliers et c'est un peu les montagnes russes au sein même d'un même match. Et ça, je trouve que c'est frustrant quand tu vois le potentiel qu'il y a sur le papier. C'est une équipe aujourd'hui qui ne joue pas 40 minutes. Donc, il faut vraiment qu'ils gagnent en constance pendant un match sur 40 minutes. Ouais, puis la bagarre à la première place, elle va être assez tendue parce qu'on rappelle quand même que euh, je ne veux pas rendre le folklore des playoffs de Pro B un peu moins fun, mais il y a une équipe de Betclic Elite qui va s'ajouter et qui va être le favori quand elle va arriver, entre guillemets, dû à la hiérarchie de la division. Donc, entre guillemets, la façon la plus facile de monter, c'est d'accéder à cette première place. Et il y a un enjeu très fort pour Rouen a une équipe sur le papier pour monter, qui a besoin de retrouver l'élite aussi. C'est un club historique, entre guillemets. Et là, quand on voit pour l'instant le début de saison d'une équipe comme Blois, quand on voit le début de saison d'une équipe comme Boulazac, qui a certes 2 défaites, mais qui produit un très beau basket sur le papier, on se dit qu'aujourd'hui, ça va être serré toute la saison et qu'il ne va pas y avoir trop de limites, trop de marge d'erreur. Il va falloir enclencher la machine très rapidement et prendre cette place de leader s'ils veulent, entre guillemets, avoir l'ambition de monter directement. C'est ça. Mais bon, on va finir sur une note un peu plus positive. On répète, il n'y a eu que 8 matchs qui ont été joués. Ouais. Quand on a un bilan comme ça, c'est plus facile de travailler, on va dire, dans la sérénité et dans la tranquillité. Forcément, je pense que Thomas Andrieux est conscient des petits défauts et des petits leviers qu'il va falloir ajuster pour la chorale. Et n'hésitez pas, supporters coralliens, à nous dire ce que vous pensez du coup de votre équipe et de ce début de saison dans les commentaires. Exactement. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir l'avis des supporters, des fans de basket qui sont même au plus proche des clubs, au plus entre guillemets en inside, pour savoir un petit peu ce qui se passe, et même les fans des autres clubs, que ce soit de Nantes, que ce soit de l'ASA, etc. C'est Ouais, super intéressant aussi de pouvoir suivre les avis de tout le monde parce que c'est vrai qu'on se prononce nous sur des hot takes qui sont aussi personnels, même si on se rejoint sur plein de points et qui sont forcément le jeu, mais c'est osé. Et c'est ça aussi qui rend la vidéo attractive et le truc très cool. Mais voilà, c'est aussi intéressant d'avoir l'avis de tout le monde. c'est ça. Merci beaucoup, Yanis, Avec grand plaisir. pour m'avoir accompagné. On se redonne rendez-vous à la fin de la saison pour voir si on était complètement à côté de la plaque ou si, au contraire, il faudrait qu'on se fasse embaucher par un club parce que on est des millionnaires. On n'est pas trop mal, je pense, au vu de la première vidéo, les gens, enfin, un peu. Moi, en tout cas, je n'ai pas perdu ma légitimité de commentateur, entre guillemets. Je me suis pas fait virer après cette première vidéo, donc ça devrait aller. Et surtout, j'espère qu'on se revoit dans un an avec des hot takes en se disant, oui, exactement, qu'on a fait les fins analystes sur cette vidéo. Exactement. Et puis, ben, on espéra que les deux clubs qui vont monter, ce sera Blois et ce sera Roanne. Voilà. Ça, ça on le dit, mais en vrai, je le pense très fort. Je le pense très, très fort. Merci beaucoup, Yanis. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt et au plaisir de t'entendre commenter les matchs de Blois sur LNB TV. Merci beaucoup pour l'accueil. À très vite. Merci, salut.